Si on prend maintenant l'exemple de l'hystérésis des sécrétions hormonales. Comme vous savez, l'hypothalamus et l'épiphyse pilotent toutes les fonctions endocrines et sont sensibles au taux des hormones circulantes. Ils bloquent les synthèses lorsque les taux sont élevés et activent ces synthèses quand les taux sont bas. Ces structures forment ainsi des circuits biologiques contrôlés par des boucles de contre-réaction ou rétroaction ou feedback. Alors, selon ce schéma, l'hypothalamus sécrète d'abord une hormone activatrice ou inhibitrice, selon les cas, qui va agir sur l'hypophyse, qui sécrète une hormone glandulotrope. Celle-ci agit sur la glande endocrine, qui sécrète à son tour l'hormone périphérique. Et quand la quantité de cette hormone atteint un seuil dans le sang, on va avoir la contre-réaction qui intervient sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse pour ainsi inhiber leur sécrétion. Maintenant, les décalages entre la sécrétion et contre-réaction-régulation expliquent pourquoi les phénomènes biologiques ne sont pas instantanés. Il existe des délais de sécrétion des hormones activatrices delta T1 pour les glandulotropes delta T2 et pour l'hormone périphérique delta T3. Donc, il existe un retard entre un freinage de l'hypothalamus et la chute du taux d'hormones périphériques qui serait égal à la somme des trois retards, c'est-à-dire delta 1, T1, delta T2 plus delta T3. Les sécrétions d'hormones ne correspondent pas donc par contre-réaction au même instant. Donc, les décalages entre les sécrétions et les contre-régulations peuvent expliquer pourquoi les phénomènes biologiques ne sont pas instantanés. Par conséquent, le taux de l'hormone périphérique oscille régulièrement autour d'une valeur moyenne. Comme vous voyez sur la figure, vous avez une valeur moyenne du paramètre enregistré, par exemple le taux d'hormone, mais on n'a jamais cette valeur fixe. Elle varie autour de cette moyenne, soit avec des valeurs supérieures ou des valeurs inférieures. Un cycle d'hystérésis né du couplage entre l'entrée et la sortie du circuit biologique n'a pas besoin d'horloge. En effet, les régulations par rétroaction de nombreuses sécrétions hormonales conduisent à autant de phénomènes périodiques. Les taux d'hormones évoluent toujours autour de valeurs moyennes. Au niveau moléculaire, l'horloge circadienne, sous-tendue par l'expression des gènes, se base également sur des boucles de rétroaction ou feedback. C'est ce qu'on va voir plus tard. Souvent, on peut trouver une superposition d'un rythme pulsatile à un autre rythme d'hystérésis. C'est l'exemple du rythme de la sécrétion du cortisol. Si on regarde l'évolution de la variation du cortisol sur 24 heures,
On constate qu'elle se fait sous forme de pulsation à partir d'un niveau de base qui varie lentement sur 24 heures. Ainsi, vers 8 à 9 heures du matin, le taux du cortisol varie de 80 à 250 nanogrammes par millilitre, soit une variation d'un facteur multiplicateur de 3. Donc 80 fois 3 est égal à peu près à 250, qui est une valeur proche de 250 nanogrammes par millilitre qu'on voit sur la figure. Par contre, entre 18 heures et 24 heures, le taux baisse en dessous de 10 nanogrammes par millilitre, soit une variation globale d'un facteur de 8 ou un facteur de 25 par rapport au taux enregistré entre 8 et 9 heures. Paramètres fondamentaux d'un cycle. Il existe des paramètres en effet qui sont distincts et communs à tous les rythmes. On peut donc les citer comme suit. La période, indiquée par un petit r, c'est la durée d'un cycle complet. C'est lorsqu'il fait tout un tour et il part d'un point et il revient sur le même point. Et la fréquence, elle est toujours l'inverse de la période. L'amplitude, désignée par un grand A, c'est la moitié de l'écart entre la valeur minimale et la valeur maximale du paramètre mesuré. La phase, c'est une donnée en heures par rapport à minuit, comme point de référence. Donc, on va comptabiliser les heures ou le temps à partir de minuit, qui est le point 0. L'acrophase est le temps où la fonction périphérique atteint sa valeur maximale. Donc, l'acrophase, elle est donnée par une unité de temps. C'est pas en valeur de l'indice. Et inversement pour la bathyphase. C'est le temps où la fonction périodique atteint sa valeur minimale. Le mésor, indiqué par un grand M, c'est la valeur moyenne du paramètre dont on suit le rythme. On va voir maintenant un exemple de calcul qu'on peut effectuer avec ces paramètres. Il y a plusieurs méthodes, mais la méthode qu'on va voir maintenant, c'est la méthode du cosineur. Selon la formule de cette méthode, YT est égal à M plus A multiplié par le cosinus de 2pi sur R multiplié par T plus l'acrophase. Donc, dans T, c'est une fraction temporelle du cycle. Donc, on veut voir la fonction à un temps bien particulier. Le M, c'est le mésor. A, c'est l'amplitude. Petit r, c'est la période choisie de cet indice. Et le taux, c'est l'acrophase. Avec cette formule mathématique, on peut reproduire une courbe rythmique à partir de différentes valeurs qu'on peut recueillir, par exemple le sommeil, la sécrétion hormonale, etc.
C'est ce qu'on appelle la modélisation. Ainsi, nous pouvons savoir la valeur exacte de cette variable à un temps bien précis. Donc, pour conclure, on peut dire qu'un rythme biologique, il se définit comme la variation périodique ou cyclique d'une fonction particulière d'un être vivant. On va voir maintenant la classification des rythmes. Les rythmes biologiques peuvent être classés selon de nombreux critères. Des critères physiques, fonctionnels, biologiques, hiérarchiques, physiologiques, etc. Mais la classification la plus courante et la plus classique est basée sur la longueur de la période d'oscillation. Ainsi, on a des cycles qui sont inférieurs à 20 heures, qui sont qualifiés d'ultradiens, d'autres qui durent de 24 heures plus ou moins 4 heures. Ce sont des cycles circadiens de circa dièse, à peu près un jour, des cycles diens qui ont une période de 24 heures plus ou moins 2 heures, des cycles infradiens supérieurs à 28 heures, des circaseptiens avec une période de 7 jours plus ou moins 3, les circadiseptiens qui durent donc pour chaque période 14 jours plus ou moins 3, les circadigiaciens qui durent 21 jours plus ou moins 3, circatrigensiens qui durent 30 jours plus ou moins 5 et les circannuels qui durent 1 an plus ou moins 2 mois. Je voudrais juste attirer votre attention. Donc, les rythmes qui ont une période d'oscillation de 24 plus ou moins 4 heures sont définis comme circadiens et les événements cycliques avec une période de moins de 20 heures, c'est-à-dire qui ont plus d'un cycle dans les 24 heures, ils sont dits ultradiens. Et ceux qui ont une période de plus de 28 heures, dans ce cas, ces cycles ne terminent pas un cycle entier pendant les 24 heures. Alors, ils sont dits infradiens. Nous pouvons classer les cycles également selon les systèmes biologiques concernés. Dans ce tableau, vous avez des exemples de ces rythmes. Chez l'individu, qui est considéré comme une entité, toute sa vie, c'est un cycle. Il naît, il grandit, il vieillit, puis il meurt. Mais parmi les cycles qu'on peut trouver également dans la vie de l'individu, vous avez les rythmes de croissance, la puberté, puis cycle de reproduction. Des variations annuelles de l'activité sexuelle qui tendent à augmenter en automne chez l'homme. De point de vue organe, on peut trouver également des cycles qui dépendent de chaque organe, comme par exemple le cycle d'alimentation et de repos digestif, les révolutions cardiaques et rythmes respiratoires, des cycles menstruels de 28 jours et la grossesse qui dure 9 mois. Et de point de vue motricité, quand on se déplace, on a des mouvements croisés des mains et des pieds
Et ce croisement se fait d'une façon alternative, à droite, à gauche, des muscles qui se contractent et des muscles qui se relâchent. Au niveau du système nerveux central, on a des cycles d'alternance veille-sommeil sur un rythme de 24 heures, mais au sein de sommeil, on a également des cycles avec des phases de sommeil paradoxal qui se renouvellent en moyenne toutes les 90 minutes. On a également des rythmes enregistrés par l'électroencéphalogramme avec des ondes qui diffèrent et qui sont rythmiques. Au niveau du système nerveux végétatif, on a également des mouvements réguliers et automatiques du tube digestif, surtout les contractions péristaltiques que vous avez déjà vues avec Monsieur Bennis. Et bon, de point de vue psychique également, on a des cycles de fluctuation de la vigilance diurne sur une période de 90 minutes, c'est-à-dire même si on est éveillé, il y a une intensité de la vigilance qui varie. Et cette variation de la vigilance, elle a une période de 90 minutes. Bon, vous avez d'autres exemples au niveau des glandes exocrines, des variations hormonales, des sécrétions pulsatiles, comme par exemple l'ovulation au milieu du cycle chez la femme, et au niveau des tissus, des cellules sanguines, et ainsi de suite.